Bonjour, chers amis. C'est Hervé Choseville, heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous, comme chaque semaine, notre rendez-vous hebdomadaire, Panorama Info. J'ai une vieille passion pour le Cambodge. Avant de pouvoir découvrir ce pays, j'ai d'abord connu les Cambodgiens, du moins ceux qui étaient accueillis en France comme réfugiés durant la fin des années 70. Je les ai aussi rencontrés en Thaïlande, dans les camps de réfugiés, au début des années 80. Ils avaient fui, dans des conditions dramatiques, l'enfer du régime ubuesque de Pol Pot ou l'invasion vietnamienne qui avait chassé les Khmers rouges du pouvoir en janvier 1979. Je garde en mémoire 1001 récits de fuites éperdues à travers la jungle et les montagnes pour parvenir à atteindre le territoire thaïlandais en échappant à la fois au reste de l'armée des Khmers rouges ou aux soldats vietnamiens qui continuaient à se battre pour le contrôle des zones frontalières. Des récits émaillés de peur, de faim, de fièvre, de souffrance et de mort, toujours racontés avec le sourire. À la même époque, j'étudiais à l'ANGZO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, à Paris, et je me passionnais pour les cours d'histoire khmer, depuis le mystérieux royaume du Funan du début de notre ère, jusqu'à l'âge d'or de la splendeur d'Angkor, sans oublier, bien sûr, la décadence qui s'ensuivit, les guerres, les invasions siamoises et annamites, et la redécouverte au XIXe siècle de ces extraordinaires temples de pierre envahis par une végétation luxuriante aux lianes ô combien conquérantes. Cette redécouverte fut le fait de scientifiques français dont les aventures me fascinèrent. C'est celle du naturaliste Henri Mouot, qui explora la région avec l'abbé Sylvestre et qui permit la redécouverte d'Angkor Wat, puis d'Angkor Thom. Son récit sera publié dans Le Tour du Monde en 1863. Celle ensuite de la seconde exploration de 1863 à 1866, menée par Ernest Doudard de Lagrée, qui sera beaucoup plus exhaustive et fera l'objet d'un compte-rendu dans Voyage d'exploration en Indochine, publié en 1873. Du fait de l'occupation vietnamienne et de la guerre, mais aussi à cause de ma longue expatriation en Afrique, je dus attendre 2012 pour découvrir enfin le Cambodge, où je me rendis par voie terrestre à partir de la Thaïlande. Je pus enfin réaliser mon vieux rêve de déambuler au milieu des temples d'Angkor, de contempler les monumentales tours du Bayon, ornées de visages du Bouddha tournés vers les 4 points cardinaux, ces visages qui, dit-on, s'inspireraient de celui du grand roi Jayavarman VII. Depuis, je suis retourné plusieurs fois au Cambodge, un pays que j'ai sillonné en autocar et en bateau fluvial. J'aime ce pays, même si j'éprouve beaucoup de regrets face à ces hordes de touristes occidentaux, mais aussi chinois, qui, par leur seule présence, désacralisent un peu le site d'Angkor, vers lequel ils convergent en masse. Ces touristes occidentaux qui, avec leur argent et leur exubérance, dénaturent tout ce qu'ils approchent, imposant au doux peuple khmer leur musique bruyante, leurs habitudes alimentaires et leur soif de fêtes nocturnes interminables, se comportant comme jamais ils ne le feraient dans les pays d'où ils viennent. Mais la dégradation du Cambodge ne vient pas des seuls touristes, malheureusement. Elle a surtout pour origine l'appât du gain de ces spéculateurs immobiliers et autres opérateurs économiques cambodgiens et chinois qui détruisent l'environnement à grands coups de pelleteuses et de bulldozers.
Les forêts disparaissent pour laisser la place à d'immenses plantations d'EVA ou de palmiers, pour l'huile de palme, quand ce ne sont pas d'immenses zones franches accueillant des usines créées de toutes pièces par des investisseurs chinois où des milliers d'ouvriers et d'ouvrières cambodgiennes travaillent 10 à 12 heures par jour pour fabriquer des vêtements qui seront ensuite vendus à des prix défiant toute concurrence dans les pays développés. Ce désastre écologique, doublé d'une exploitation éhontée du petit peuple, ne peut se faire qu'avec la complicité, voire la participation des élites politiques, de ceux qui, à l'ombre d'une dictature qui ne dit pas son nom, détiennent un peu de pouvoir, celui d'accorder les permis et les autorisations nécessaires pour la réalisation de ces gigantesques projets. Il est un homme qui incarne cette métamorphose du Cambodge. Il s'appelle Hun Sen. À l'époque de la guerre contre le régime de Lon Nol, inféodé aux États-Unis et soutenu militairement par ces derniers, Hun Sen, encore très jeune, était parvenu à gravir les échelons de la hiérarchie de l'armée Khmer Rouge. Le 16 avril 1975, il avait été grièvement blessé dans les derniers combats avant la prise de Phnom Penh, la capitale, et il avait perdu un œil. Il fut ensuite nommé à moins de 25 ans à la tête d'un régiment basé dans la zone est du Kampuchea démocratique, comme s'appelait officiellement le Cambodge sous les Khmers rouges. En 1977, des incidents se multiplièrent à la frontière entre les deux voisins communistes, devenus ennemis. Le haut commandement Khmer Rouge mit en cause la faible réactivité des troupes de la frontière et les accusèrent de manque de loyauté. Une épuration massive visant à éliminer tous les éléments suspects d'être à la solde de Hanoï fut alors entreprise. C'est pour échapper à ces purges qu'Hun Sen et d'autres cadres militaires Khmer Rouge décidèrent de franchir la frontière et de se réfugier au Vietnam avec armes et bagages. Le pouvoir communiste vietnamien les prirent en main pour les organiser militairement avant de les utiliser comme supplétifs à la fin de 1978 pour envahir le Cambodge et chasser Pol Pot du pouvoir. En janvier 1979, c'était chose faite. L'ennemi héréditaire vietnamien avait en quelque sorte sauvé le pays en l'envahissant tout en le libérant de la sanglante tyrannie des Khmers rouges. Mais en fait, c'était pour mieux asservir le Cambodge en installant un régime communiste vassal aux ordres de Hanoï. Les dirigeants de la nouvelle République du Kampuchea, fantoches, étaient tous issus du régime précédent, responsables de ce qui fut qualifié par la suite de génocide. Mais ils avaient su rompre à temps avec leurs camarades Khmer Rouges et fuir au Vietnam avant de revenir au pays dans les fourgons de l'armée vietnamienne. Parmi les nouveaux dirigeants, un tout jeune homme émergea rapidement, un dénommé Hun Sen, âgé de 27 ans seulement en 1979. Devenu ministre des Affaires étrangères, puis en 1985 Premier ministre d'un régime porté à bout de bras par le Vietnam communiste et isolé sur la scène internationale, il s'affirma peu à peu comme le véritable homme fort de ce pays sous la coupe vietnamienne. 39 années plus tard, le Cambodge, redevenu royaume, est toujours dirigé par le même homme tout-puissant, Hun Sen, aujourd'hui âgé de 71 ans. Il gère le pays comme une entreprise familiale, des membres de sa famille se retrouvant à tous les postes importants, tant dans l'armée qu'au gouvernement et dans le secteur économique. Son parti, le Parti du peuple cambodgien, autrefois communiste, a conservé ses structures de parti-État, un parti qui quadrille et contrôle le pays jusqu'au village le plus reculé. Il n'est pas un seul hameau du Cambodge qui n'est une antenne du PPC. Avec une carte du parti, c'est la possibilité d'obtenir une bourse d'études, un emploi, de l'avancement, un contrat commercial. Le Cambodge d'aujourd'hui n'est plus le Cambodge de 1975, ou même celui de 1989, année où les troupes vietnamiennes finirent par quitter son territoire après 10 années d'occupation. Le pays est ouvert sur le monde, sa population est instruite et sa jeunesse dynamique. Et elle est connectée au monde entier grâce à Internet.
Les Cambodgiens ont une grande soif de liberté et de justice. Ils ne supportent plus la mainmise du PPC et celle de la famille du Premier ministre sur la gestion du pays. Ils ont en horreur la corruption démesurée de la classe dominante qui a conduit au saccage du pays, à la déforestation et à la vente de terres à des sociétés étrangères, en particulier chinoises. Les Cambodgiens, fiers de la grandeur passée de leur nation, sont très nationalistes. Ils ne supportent pas la domination étrangère, qu'elle soit vietnamienne, comme ce fut le cas il y a un quart de siècle, ou chinoise, comme c'est le cas aujourd'hui, ou la prise de contrôle de pans entiers de son économie par des compagnies venant de pays voisins. Lorsque Hun Sen est arrivé au pouvoir, le pays sortait du génocide Khmer Rouge. Le peuple était abattu, hagard, désespéré et donc très passif. Ce n'est plus le cas de nos jours. Je doute fort qu'il puisse tolérer encore longtemps la perpétuation du pouvoir de Hun Sen et de son clan sur le Cambodge. Mais, dimanche dernier, un nouveau simulacre d'élection s'est déroulé au Royaume du Cambodge avec des élections législatives sans enjeu, puisque les véritables partis d'opposition avaient été interdits et que leurs dirigeants, lorsqu'ils n'avaient pas eu la bonne idée de s'exiler, avaient été jugés et condamnés à de lourdes peines de prison. Plus de 9 700 000 électeurs avaient été appelés aux urnes pour ces 7e élections depuis les accords de paix de Paris de 1991. La participation élevée démontre que le soutien à l'opposition s'est effondré, a fanfaronné le Premier ministre sur la messagerie Telegram. Je le cite, « Le peuple cambodgien ne laissera pas les groupes de tricheurs détruire le pays », a-t-il affirmé. Avec au moins 78% des voix, le PPC a réussi à rafler 120 des 125 sièges que compte l'Assemblée, selon les médias locaux. Le scrutin a suscité les critiques d'une coalition de 17 ONG internationales qui se sont inquiétées samedi d'un manque notable de transparence et d'équité. Nous gagnons avec un raz-de-marée, ont claironné les leaders du Parti du peuple cambodgien en revendiquant très vite la victoire. Le résultat de ce vote n'a surpris personne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans un communiqué, le département d'État états-unien s'est dit préoccupé après ces élections qualifiées de ni libres ni équitables. Hun Sen a, au fil de ses longues années de pouvoir, fait reculer les libertés fondamentales et utilisé le système judiciaire pour museler ses adversaires, jetés par dizaines en prison. Le parti royaliste Funchipek, qui avait un temps cohabité au pouvoir après les accords de paix de Paris en 1991 et qui, au fil des ans, est devenu très peu critique envers Hun Sen, a sorti son épingle du jeu puisqu'il va pouvoir effectuer son retour à l'Assemblée avec 5 députés. Le parti de la bougie, seul rival crédible du Premier ministre, a été exclu de la course quelques semaines avant le vote pour ne pas s'être enregistré correctement auprès de la commission électorale. Dans les semaines précédant les élections, la liberté d'expression a été largement étouffée avec la fermeture de l'un des derniers médias indépendants, la lourde condamnation du principal opposant pour trahison et la modification de la loi électorale afin d'exclure de facto les opposants en exil des élections futures. Ces actions ont privé le peuple cambodgien d'une voix et d'un choix pour déterminer l'avenir du pays, a déclaré Matthew Miller, le porte-parole du département d'État. Washington s'apprête à imposer des restrictions en matière de visa pour les Cambodgiens liés au pouvoir et à suspendre certaines aides financées par les États-Unis, a-t-il en outre annoncé. En l'absence d'une opposition digne de ce nom, le choix des électeurs était largement contraint et voter blanc ou nul était une manière possible de manifester leur mécontentement à l'égard du gouvernement. Les autorités ont annoncé enquêter sur 27 personnes accusées d'avoir incité les électeurs à glisser des bulletins rayés ou nuls le jour du scrutin. À la veille des élections, Sam Rainsy, figure de l'opposition cambodgienne en exil en France, a été condamné à une inéligibilité de 25 années pour avoir appelé les électeurs à déposer dans les urnes des bulletins non valides. Au cours du dépouillement, des journalistes de l'AFP ont vu de tels bulletins,
mais le parti au pouvoir a minimisé le phénomène et le risque de manifestation est quasi nul dans un pays dirigé d'une main de fer. Ce scrutin avait surtout pour but de permettre au régime de formaliser la succession dynastique au sommet du pouvoir. En effet, à l'issue de ce scrutin sans suspense, ce n'était plus un secret pour personne que Hun Sen allait passer la main à son fils aîné, Hun Manet, 45 ans, général 4 étoiles formé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et élu député dimanche pour la première fois. Le peuple cambodgien a clairement exprimé sa volonté. Il a apporté un soutien écrasant au PPC, a publié le dit Hun Manet sur ses réseaux sociaux lundi, avant de remercier les électeurs pour l'amour et la confiance témoignés. Sur ces ondes, je dénonce régulièrement les autocrates africains qui s'éternisent au pouvoir et qui tentent de transmettre le pouvoir à leur progéniture. Le Cambodge est en train de donner la preuve au monde entier que ce problème est loin d'être spécifiquement africain. D'ailleurs, le pire exemple de succession dynastique n'est-il pas asiatique, avec la dictature sans fin des Kim, imposée 3 générations durant sur une moitié de la Corée. Imposer le fils de Hun Sen est un coup de poignard dans le dos du peuple cambodgien, a estimé Phil Robertson de l'ONG Human Rights Watch. Ces frasques font ressembler le Cambodge à la Corée du Nord plutôt qu'à une véritable démocratie, a-t-il constaté. Ce scénario tant redouté de la succession dynastique a été révélé au peuple cambodgien de manière officielle, quelques jours après les élections de dimanche. En effet, le Premier ministre s'est adressé à la nation dans l'après-midi du mercredi 26 juillet. Dans cette allocution radiodiffusée, qui est intervenue juste après qu'il ait été reçu en audience par le roi, Hun Sen a confirmé qu'il ne serait pas à la tête du nouveau gouvernement qui sera formé dans les semaines à venir et que son fils Hun Manet allait lui succéder en devenant le prochain Premier ministre. Je cite Hun Sen. « Mon fils n'hérite pas de ce rôle sans un processus légitime, a-t-il insisté dans son allocution. Il a participé aux élections en tant que candidat, ce qui est une étape fondamentale dans notre système démocratique, a-t-il ajouté avant d'annoncer qu'il demeurerait président du Parti du peuple cambodgien et membre du Parlement. Avant de poursuivre, de plus, le roi a proposé de me nommer chef du Conseil royal lorsque j'aurai quitté le gouvernement, avant d'indiquer qu'il serait aussi président du Sénat, en remplacement de l'actuel titulaire de ce poste qui doit prendre sa retraite. Je cite encore le Premier ministre. « Bien que je doive remplacer le président du Sénat, Sai Choo-hum, il est crucial de comprendre que je ne vais pas interférer dans les responsabilités du nouveau Premier ministre, a conclu Hun Sen. La prise de fonction du nouveau dirigeant se fera aisément dans l'espoir qu'il saura endosser le rôle, a déclaré à l'AFP Sebastian Stranjo, auteur d'un ouvrage sur le Cambodge de Hun Sen. Mais Hun Manet n'a ni les relations de son père, ni son acuité politique, a-t-il ajouté, ce qui lui laisse peu de marge de manœuvre. En fin de compte, Hun Sen restera aux manettes, excusez-moi le mauvais jeu de mots, dans l'ombre, avec peu de chances que les choses changent, a déclaré à l'AFP le politologue Virak Ou. Hun Manet sera autorisé par son père à initier certaines choses qui ne viendront pas perturber le système en place, a-t-il déclaré. Hun Sen s'est beaucoup tourné vers la Chine ces dernières années, récoltant d'énormes sommes d'argent ainsi que des investissements sans exigence en retour, sans exigence chinoise dans les domaines de la démocratie et des droits de l'homme, contrairement à l'assistance ou aux investissements occidentaux. Lundi, Pékin a félicité le dirigeant cambodgien pour ses élections réussies. Le rapprochement avec la Chine se fait aussi dans le domaine militaire. Des soldats et des officiers cambodgiens font régulièrement des stages en Chine, tandis qu'un nouveau port de haute mer est en train d'être achevé sur le littoral cambodgien, construit par une compagnie chinoise. Tout porte à croire que ce port, muni d'une cale sèche de près de 300 mètres de long et pouvant donc recevoir des porte-avions, alors que le Cambodge n'en possède pas, deviendra une base navale utilisée par la marine chinoise.
Cette présence croissante de la Chine populaire et cette coopération militaire n'est pas sans inquiéter les partenaires de l'ASEAN, l'Association des Nations du Sud-Est asiatique, ainsi que les États-Unis. Rappelons que la Chine revendique toute la mer de Chine méridionale jusqu'aux Philippines et à Bornéo, et qu'elle y a illégalement construit des bases et des îlots artificiels dans des archipels inhabités qu'elle a de fait annexés aux grandes dames des pays voisins tels que le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et bien sûr Taïwan, qui eux aussi revendiquent leur souveraineté sur certaines de ces îles. L'idée d'avoir des navires chinois, voire des porte-avions chinois, au-delà de cette zone maritime contestée, dans le golfe de Siam, a donc de quoi donner des cauchemars aux dirigeants des pays voisins du Cambodge. Le Cambodge est le pays phénix de l'Asie du Sud-Est. Plusieurs fois, au cours de sa très longue histoire, il a disparu, ou presque, toujours victime de ses voisins et de ses propres divisions internes. Souvent, il a sombré au fond de l'abîme, mais chaque fois, cette vieille nation à l'antique civilisation a su renaître de ses cendres. Ses habitants ont toujours su rebâtir, reconstruire avec force et courage, et toujours avec le sourire, en persistant à donner au monde cette image de joie de vivre qui a fait sa réputation. Durant les années 70, le Cambodge et son peuple avaient failli disparaître, d'abord sous les tapis de bombes largués par les B-52 états-uniens, puis du fait de l'utopie meurtrière de ceux qui s'étaient emparés du pouvoir en 1975. Espérons que le jour viendra où le Cambodge, débarrassé de sa pesante dictature familiale et de la corruption qu'elle a générée, pourra voir éclore une démocratie véritable qui saura jeter les bases d'un développement plus harmonieux et surtout plus respectueux de l'environnement. Le peuple khmer, en particulier la nouvelle génération, le mérite. Et pour terminer, chers amis auditeurs, je voudrais recommander la lecture d'un livre que j'ai trouvé fort intéressant et qui s'intitule « Encore le quotidien du roi », dont l'auteur est Edwige Mulzer O'Naton. C'est publié chez Realia, Les Belles Lettres. C'est un livre fort bien documenté sur la vie quotidienne du temps de la splendeur des rois d'Angkor. Pour terminer, je vous invite à écouter de la musique qui évoque la joie de vivre des Cambodgiens, du peuple cambodgien. C'est du Ramvong, c'est la danse populaire qu'apprécient particulièrement les Cambodgiens lors des fêtes, des mariages et autres. À la semaine prochaine. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn